Bon, je crois qu'on peut dire que j'ai raté mon Pumpkin Autumn Challenge, mais j'ai fait de bonnes découvertes, donc je vous présente ça tout de suite. Bonjour tout le monde, je suis Nina Gorlier, autrice et lectrice de l'imaginaire et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne À la croisée des plumes. Avant que j'oublie, j'ai quelque chose à vous rappeler en début de vidéo. Mes deux maisons d'édition ferment dans quelques semaines. Pour Magique Mirror Édition, c'est le 31 décembre, donc tout bientôt. Donc si vous voulez vous procurer mes 4 romans chez eux, c'est le moment. Pour rappel, j'ai publié chez eux La Bête du Bois Perdu et La Mélodie des Limbes, pour lesquelles j'ai consacré des vidéos sur la chaîne YouTube, mais également Le Reflet Brisé et Le Cœur des Ronces. Ils ont pour point commun d'être 4 écritures de contes, respectivement La Belle et la Bête, entre autres, Les 7 Corbeaux, Blanche-Neige du point de vue de la reine pour Le Reflet Brisé, et enfin une écriture de Peau d'Âne pour Le Cœur des Ronces. Là, en ce moment, on est en train d'écouler les derniers stocks disponibles. Donc je vous mets le lien de la boutique en description, c'est vraiment le moment de vous les procurer parce que de 1, comme j'ai dit, ça ferme au 31 décembre, du coup à la fin du mois, il n'y en aura plus du tout puisque la maison d'édition aura fermé. Mais de 2, eh bien on est en train d'écouler les stocks, ça veut dire que depuis fin novembre, il n'y a plus de nouveaux romans, nouveaux exemplaires, nouveaux ouvrages qui sont imprimés. Ce qui veut dire que les stocks vont diminuer. Ça veut dire que s'il y a un de mes titres ou d'une autre autrice de Magic Mirror qui vous intéresse, je vous conseille de le regarder dès tout de suite, vérifier, parce que si ça tombe, peut-être qu'il est déjà épuisé. Voilà pour cette petite parenthèse. Maintenant, je peux passer à mes lectures d'automne avec mon bilan du Pumpkin Autumn Challenge. La boisson qui m'accompagne dans cette vidéo, c'est un Pumpkin Spice Latte fait maison. Et oui, je suis pas très originale, mais pour moi c'est la boisson de l'automne. Mais pas celle du Starbucks, celle-là c'est fait maison. Je la fais avec en fait du lait d'avoine, du café, les épices du Pumpkin Spice Latte, du sirop de citrouille, une goutte de sirop d'érable et une pincée de cannelle, voilà, et j'accompagne ça de quelques biscuits à l'érable. Voilà, c'est mon goûter automnal. C'est le dernier Pumpkin Spice Latte de la saison, puisque là j'enregistre, on est le 30 novembre, demain c'est le début, selon moi, de l'hiver, même si c'est pas vrai, mais c'est le début, c'est décembre, 1er décembre, le calendrier de l'Avent, on passe en mode Noël, vous voyez. Avant de commencer, je vous invite à aller regarder ma vidéo pioche à lire du Pumpkin Autumn Challenge 2025 si ce n'est pas déjà fait. Alors heureusement que je l'ai appelé pioche à lire parce que, encore une fois, comme je l'ai été en intro, j'ai un peu raté ce challenge cette année. J'ai lu mais pas autant que je le voudrais. Donc c'était pas une pile à lire, une pioche à lire, c'est qu'il y a plein de choses et je pioche dedans ou non. Voilà, donc je culpabilise moins on va dire. Mais si jamais vous l'avez pas encore regardé, je vous invite à le faire parce que vu que j'ai pas lu la plupart des livres présentés, ça sera pas trop redondant avec mon bilan, cette update lecture que je vous propose aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'ai rajouté une lecture, je crois, non 2, je sais plus, 2 lectures au moins qui n'étaient pas prévues, qui n'étaient pas dans la pioche que je vous avais présentée. Donc voilà, en introduction, vous pouvez faire, regarder les 2 vidéos à la suite. Allez, je vous invite dans ma forêt automnale, on va dire. J'ai remis au goût du jour en avant ma petite forêt d'automne avec mes limbes en bouteille que m'avait offert ma chère Clémence, une de mes lectrices qui adore la mélodie des limbes. Voilà, la petite ambiance automnale avant que je remballe tout ça pour installer celle de l'hiver, voilà. Et je ne sais pas si on voit bien, si je me penche comme ça, j'ai même ma broche feuille morte. Voilà, j'ai mon petit décor, on va voir si ça tient parce qu'à tout moment Didine débarque parce qu'elle m'entend parler et que je m'occupe pas d'elle pendant que je filme. Et elle va mettre en l'air tout partout, le plaid, tout, enfin voilà. À tout moment, ça part en cacahuète, mais c'est pas grave. C'est parti.
Et donc on commence avec le premier menu qui s'appelle Automne frissonnant. C'est un classique, il revient tous les ans et je vous cache pas que par ses thématiques, par ce qu'il propose, c'est toujours mon préféré. Les sous-catégories, les mots, les thématiques me parlent, me correspondent le mieux. Dans ce que je lis, dans ce que j'écris aussi. C'est pourquoi c'était le menu le plus approvisionné, on va dire, dans ma pioche à lire, et c'est celui aussi que j'ai le plus réussi, entre guillemets, contrairement au dernier menu qui a été raté. Et donc je vous présente tout de suite les différentes lectures et visionnages que j'ai fait cette année, puisque je me suis autorisée à mettre quelques visionnages de films et séries en lien avec les menus, et heureusement j'ai envie de dire, parce que sinon la vidéo, pour une fois, serait très courte. Le premier visionnage que j'ai fait, c'est la saison 2 de Mercredi, Wednesday sur Netflix, une série qui est en partie réalisée, en tout cas produite par Tim Burton. D'ailleurs, ils l'ont sorti au mois d'août, la première partie. J'ai pas compris, j'aurais tellement plus décalé ça pour septembre-octobre pour Halloween. Bref, j'ai pas compris le principe. J'avais beaucoup aimé la saison 1 de Mercredi, mais en acceptant le fait, en prenant en compte le fait que c'est les personnages de la famille Addams, mais ce n'est pas une adaptation de la famille Addams. Et je pense que ça, on est de nombreux fans de la famille Addams, des différents films qu'il y a eu, notamment ceux qui sont hyper connus dans les années 90 avec Christina Ricci dans le rôle de Mercredi. Ce qui fait le charme de la famille Addams, c'est que c'est des gens marginaux, étranges, voilà, dans leur personne, leur apparence, dans leur comportement. Enfin, Mercredi, elle est caractéristique de ça. C'est des gens, des marginaux qu'on met en fait dans le monde normal. Et c'est leur coexistence, leur interaction avec les gens normaux qui crée un contraste, un paradoxe qui est intéressant et qui fait tout le charme. Et d'ailleurs, ceux qui sont les plus étranges et pourtant qui ont les relations les plus saines au sein de la famille, que ce soit le couple, les parents avec les enfants. Bon, Mercredi, elle essaye toujours d'assassiner son frère, mais voilà, ça fait partie du gag. Mais voilà, il y a quand même une vraie famille, et finalement, ils représentent peut-être le mieux l'idéal de la famille américaine, plus que les personnes normales autour d'eux. Et dans Mercredi, ils font le choix déjà de séparer Mercredi dans la saison 1 de sa famille, et de la placer dans une école spécialisée dans... Enfin, il n'y a que des marginaux, comme des gens un peu bisranches comme elle. Et moi, je trouve qu'on perdait un peu cette dynamique qui est caractéristique de la famille Addams. Alors là, dans la saison 2, il y a le frère de Mercredi qui entre dans l'école à Nevermore, référence à Edgar Allan Poe, ça j'adore. Et il y a également les parents de Mercredi qui vont s'installer, pour des raisons scénaristiques que je vais pas vous dévoiler ici, qui vont s'installer au sein de l'école Nevermore. Du coup, la famille Addams au complet est beaucoup plus présente. Ça, c'est cool. Moi, j'aime beaucoup le casting. C'est Louise Gomez? Ah non, pas du tout. Gomez, c'est le prénom. Louis, je ne sais plus, je vous mets l'acteur là qui joue Gomez, Adams, que moi j'adore, je trouve que c'est un excellent casting. Il y avait plein de critiques comme quoi il était trop laid pour faire ce rôle quand il avait été annoncé il y a plusieurs années. En fait, c'est parce qu'on a trop l'habitude, je pense, de l'ancien acteur qui est malheureusement décédé, qui jouait Gomez dans les films. Qui est très séduisant, voilà, très dandy. Gomez dans les comics, il ressemble beaucoup, alors désolé pour l'acteur, mais il a un physique atypique qui considère comme laid, et ça ressemble plus à celui qu'on voit dans les comics, et moi je trouve ça stop quoi. Et Catherine Zeta-Jones, je trouve qu'elle aussi, en Morticia Addams, je trouve qu'elle fait le boulot. Donc ça c'était cool de les voir plus. Par contre, comme je disais, ce que j'aime bien dans la famille Addams, c'est que c'est une famille aimante et tout. Et là, ils s'entêtent à mettre un conflit entre Mercredi et ses parents. Mercredi, elle est antipathique, elle est pas, voilà, elle est froide, sarcastique, dérangée, flippante parfois. Mais avec les autres, mais avec sa famille, il y a... Non. Et là, en fait, il y a crée un conflit surtout entre elle et sa mère qui n'est pas là de base, et je trouve que c'est redondant. Il y avait déjà ça dans la saison 1, et là dans la saison 2 c'est pareil.
Ouais, je suis un petit peu déçue par rapport à ça. J'étais aussi hyper excitée parce que Lady Gaga avait été annoncée dans le casting, il y avait toute une promo dessus. Finalement, bon, bah ne regardez pas la saison 2 pour Lady Gaga si vous allez être déçus. Là, ils viennent d'annoncer Eva Green pour la saison 3. J'ai hâte, je suis curieuse. Mais voilà, et même l'intrigue, l'écriture de cette saison 2, je trouve qu'il y a des erreurs de scénario, je vais pas m'attarder dessus parce que sinon la vidéo va durer 2 heures et puis je vais devoir divulgacher sinon. Mais je trouve qu'il y a une baisse de qualité au niveau de l'écriture. C'est dommage. La relation avec Mercredi et Enid, qui est un des points forts, parce que justement là on a le contraste entre les deux personnalités complètement opposées. J'arrive plus à parler. C'est que le début de la vidéo, ça promet. Et là, c'est mis en avant, c'est ça qui est intéressant. On a plus ce triangle amoureux débile. Enfin, déjà, moi j'ai du mal avec l'idée que Mercredi Adams ait un love interest, une intrigue amoureuse. Enfin, ou alors faut que ça soit bien fait, enfin comme dans le deuxième film, Les Valeurs Famille Adams, c'est un petit truc, mais c'est pas au centre de ça, quoi. Mais là, non seulement elle avait un love interest en saison, elle en avait deux, donc il y avait un triangle amoureux, et enfin, désolée, mais aucun des deux personnages n'était intéressant. Il y en a un qui a dégagé parce que l'acteur s'est révélé être problématique, donc scénaristiquement, on a expliqué que le personnage n'était plus là. L'autre personnage est encore là, mais beaucoup moins présent, et il y a encore des fans qui sont en mode j'espère qu'ils vont refinir ensemble, alors que s'ils finissent ensemble, c'est hyper dark romance problématique, il essaye de la tuer, elle et toute sa famille et ses amis au moins 15 fois, enfin bref. Mais outre le fait que y ait beaucoup de fans qui adorent ce côté-là, en vrai, il est pas tant que ça développé dans la saison 2, et tant mieux, et j'espère que ça sera le cas en vrai. Dans la suite. Je regarderai quand même la suite, mais voilà, un petit peu déçue. Après, il faut vraiment regarder ça comme une série sympa pour la jeunesse ado, Halloween gothique, mais ne pas regarder ça vraiment comme une adaptation de la famille Adams. Faut accepter que c'est autre chose, un peu comme j'ai accepté que le prochain haut de Au Levant des Montfenel, ça sera une adaptation de Au Levant qui n'en est pas une. Voilà. Une fois qu'on accepte ça, on peut apprécier la série. Sur Netflix sortait également un des films que j'attendais le plus de l'année, c'est le Frankenstein de Guillermo del Toro, avec Oscar Isaac qui joue le rôle titre du docteur Victor Frankenstein. On a Jacob Elordi dans le rôle de sa créature, et Mia Goth, qui a un nom tout trouvé, enfin vu le genre de film qu'elle fait, qui joue donc Elisabeth, qui est le personnage féminin qu'on retrouve dans le roman. Moi je n'ai pas lu le roman, il faut vraiment que je le fasse un jour. Je sais que c'est une de mes lacunes parce que c'est quand même un roman incontournable quand on aime l'imaginaire, quand on aime le gothique. C'est à l'origine de tellement de choses, et même plus en général dans notre culture. Faut que je lise, c'est pas encore fait. Voilà, mais donc j'ai tout ça pour vous dire que j'ai regardé Frankenstein sans avoir conscience du travail vraiment d'adaptation. Je connais l'histoire, je sais que Frankenstein c'est un récit dans le récit. Ça commence sur la banquise et on va recueillir un homme qui va raconter son histoire, ou je crois que c'est encore une autre poupée russe, vous savez, dans la mise en abîme. Je crois que c'est encore quelqu'un d'autre qui relate le récit de Victor, donc il y a encore une distance qui est faite. Enfin, je savais un peu cette caractéristique un peu novatrice qu'il y avait dans le roman, et bien sûr l'histoire, et bien sûr Frankenstein, tout le monde croit à tort, enfin beaucoup de personnes croient à tort que Frankenstein c'est le monstre, alors que si on lit le roman, on sait que Frankenstein c'est le docteur, mais si on a compris le roman, on sait que finalement Frankenstein c'est bien lui le monstre. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai bien aimé le film de Del Toro. J'adore ce que fait Guillermo Del Toro. J'ai souvent dit que si dans un monde idéal, quelqu'un devait réaliser un film de La Bête du Bois perdu par exemple, ça serait lui. Encore une fois, on peut rêver. J'aime beaucoup son esthétique, ses thématiques. Il adore filmer les monstres. Et donc Frankenstein, c'est pour ça que c'était parfait. J'adorais son Pinocchio, j'adore Crimson Peak, j'adore le labyrinthe de Pan, j'adore la poésie et la mélancolie qu'il y a dans son horreur. Ça me parle, c'est ce que j'essaye de mettre dans mes romans. Donc
je partais conquise sans avoir encore une fois la comparatif au roman. C'est un film qui est magnifique, je pense qu'il aurait été encore plus magnifique si j'avais pu le voir au cinéma. Malheureusement c'était vraiment une sortie ciné dans des salles vraiment... Il y en avait en France, peut-être il y a une avant-première au Rex, mais vraiment c'était plutôt aux États-Unis. Donc je l'ai regardé chez moi sur Netflix, mon ordinateur, c'était quand même très beau. La garde-robe d'Elisabeth, enfin la costumière, c'est la même que sur Crimson Peak, je trouve, et c'est magnifique encore une fois. La symbolique derrière, les références aux autres adaptations de Frankenstein. Je suis fan du rendu esthétique, ça bouge pas. L'histoire, moi j'ai bien aimé. Je sais qu'ils ont retiré la relation bizarre parce que Elisabeth, qui est le love interest de Victor dans le roman, je crois, ou je sais que c'est le cas dans l'adaptation de Kenneth Branagh. Il y a un côté un peu... c'est sa sœur adoptive, un peu, enfin elle a été adoptée par le parent de Victor, donc c'est un peu étrange quoi qu'il soit fiancé. Là, pas du tout, en fait, c'est la fiancée du frère de Victor, voilà. Donc, et j'ai bien apprécié quel rôle elle avait, même si ça casse pas trois pattes à un canard, dans le sens, ça va être encore... elle va incarner la bienveillance, la douceur, la sagesse. Elle est pas très portée sur la science et l'étude des insectes et tout. Et du coup, elle va être la seule, une des seules en tout cas, à porter un œil bienveillant sur la créature. Et Victor, pour le coup, c'est vrai qu'on voit que dans l'écriture, ils ont mis en avant le fait que c'est pas une bonne personne. Et pareil, des fois, dans l'écriture, je trouvais que c'était pas très subtil. Au moment, c'est la créature qui dit littéralement mot pour mot, mais Victor, c'est toi le monstre. Oui, mais on avait compris, peut-être le dire mot pour mot, vous voyez. Mais sinon, j'ai passé un très beau et bon moment. Moi, j'ai adoré. Je sais que ma copine Nora Like l'a adoré. Par contre, je sais que Perceline n'a pas du tout aimé, et pour le coup, elle a lu le roman. Donc voilà, je pense à vous de vous faire votre propre avis, mais si vous aimez Guillermo del Toro, si vous aimez le gothique, vous aimez les deux, regardez Frankenstein, et d'ailleurs c'est peut-être déjà le cas. On va rester dans les monstres, avec un personnage d'ailleurs, sur certains aspects, physiquement monstrueux, condamné par la société, etc., peut faire écho à la créature de Frankenstein. Je parle de Quasimodo, puisque cette année, j'ai enfin lu Notre-Dame de Paris en intégrale. J'avais lu des extraits à l'époque, je connais l'histoire. Dans mon épisode du podcast sur les fins de romans, j'avais cité l'excipit, donc les dernières phrases de Notre-Dame de Paris, comme celles qui me font pleurer toutes les larmes de mon corps à chaque fois. Et là, alors vous imaginez bien, quand j'avais lu toute l'histoire en entier, quand j'arrive à ce final, fallait me ramasser à la petite cuillère. Je l'ai lu en suivant la lecture commune de mon amie Perceline. Je vous remettrai les rediffusions en barre d'infos, parce que j'avais adoré. En fait, elle faisait livre par livre, et à chaque fois que je finissais un livre, j'allais regarder les analyses qu'elle proposait. C'était passionnant, puisqu'en fait c'est son roman préféré, Perceline, donc avoir une passionnée qui m'en parlait... Voilà, j'avais l'impression d'avoir un accompagnement comme un cours de français, mais pas scolaire, vraiment passionnant sur ce roman. J'ai appris des anecdotes, tout dessus. Et d'ailleurs, j'avais prévu de le lire cette année, mais je l'ai aussi sorti de ma pile à lire à ce moment-là, parce qu'avec Perceline et Colombe, à la fin de l'année, on va voir Notre-Dame de Paris, la comédie musicale, vous savez, celle qui a fait connaître Hélène Ségara, Garou, Patrick Fiori et tout, qui va être rejouée à Paris, donc on y va fin décembre. Donc je voulais me remettre dans le bain et tout. Je connais un peu la comédie musicale, mais je l'ai jamais vue jouer, donc là c'est l'occasion. Voilà, et d'après ce que je sais, c'est quand même une bonne adaptation. Et d'ailleurs, je me suis aperçue que le Bossu Notre-Dame de Disney était quand même également une bonne adaptation pour des enfants. Parce qu'il faut adapter, bien sûr. On va pas mettre tous les trucs horribles qui se passent dedans non plus. Mais il y a des scènes du film de Disney qui m'ont marqué, moi, quand j'étais ado, qui sont... Vraiment là-dedans, la scène où il sauve Esmeralda et il crie Sanctuary, voilà, sanctuaire en français. Voilà, ça c'est dedans quoi. La plume de Victor Hugo, comme d'habitude, est magnifique.
c'est sublime. Bon, il y a toujours ces passages historiques de description, il y a tous les chapitres qui durent assez longtemps de Paris vu du ciel, où il décrit tout le Paris de cette fin de Moyen-Âge. Voilà. Parce qu'en fait, ça a vraiment un côté patrimoine. C'est vraiment une ode à l'histoire de France et à Notre-Dame, le bâtiment en fait, et tout ce qu'il représente, et l'architecture de l'époque. Voilà. Donc c'est vraiment, il y a un travail des presses d'historiens qui est fait. D'ailleurs, il y a des personnages historiques comme Louis... Pas Louis IX. Louis IX, c'est le ça. Louis XI, je crois. Qui apparaît dedans. Moi, j'adore parce que, si vous le savez peut-être, je suis champenoise et il y a des références à Reims. Il y a des personnages qui viennent de Reims et des villes autour de Reims, dont la ville où vivent mes grands-parents et tout. J'étais là, toc. Je connais cet endroit, mais je connais cette rue-là, je connais cet endroit qui est cité dans le roman, bah je le connais au XXIe siècle, mais il existait déjà au Moyen-Âge, c'est passionnant. Les personnages, waouh, j'ai aimé tout le monde, même les personnages qui sont détestables m'ont fasciné. Claude Frollo, sûrement un des personnages les plus fascinants de la littérature, selon moi. La scène où il va voir Esmeralda en prison, waouh, la baffe. Quasimodo, hyper touchant, hyper poignant. Esmeralda, pareil. Le personnage, alors il y a deux personnages. Si vous connaissez la comédie musicale, vous connaissez Gringoire, qui est pas dans Disney, mais qui est dans la comédie musicale, qui a pas du tout la même tonalité dans le roman. C'est un personnage assez comique. Il y a beaucoup de scènes drôles, comiques, mais grinçantes, un humour grinçant dedans. Parce que des fois, c'est l'absurdité de certaines situations qui dénoncent, par exemple, la justice qui est complètement sourde, littéralement. Voilà. Le petit frère de Frollo, donc Jean, on va l'appeler Jean, J-E-H-A-N, Jean, on va dire. C'est un personnage qui est secondaire, mais qui apporte beaucoup d'humour, mais qui, par sa conclusion, qui dénote du reste de sa apparition, m'a vraiment marqué. C'est une scène qui m'a très très marqué, j'en dirais pas plus. Une scène qui dure par là, je fais ah ouais, ok, on va par là, Victor, d'accord. Donc voilà, je vois. Je suis en train de regarder la caméra, je parle trop. La vidéo va durer 2 heures, je suis désolée. J'ai adoré. Alors, c'est peut-être un billet enfin, que ça soit récent, mais pour moi, j'avoue, Ferceline, je te l'avoue, je sais que tu regardes la vidéo, il est presque, peut-être en ce moment, il est au même stade que Les Misérables dans mon cœur. Voilà. Et ça confirme le fait que je vais relire et lire, parce que j'ai pas tout lu, tout Victor Hugo. Faut que je lise L'Homme qui rit, que j'ai lu que la version abrégée. Je vais relire Les Misérables. Alors pour tout vous dire, c'est tellement une brique que c'est en fait, il me sert, il est sous la caméra. C'est lui qui tient la caméra tellement qu'il est épais. Il fait 1600 pages et je vais le relire en 2026 parce qu'il y a la comédie musicale qui repasse à Paris, que je vais retourner voir. Et il y a une nouvelle adaptation qui sort. Donc je vais relire Les Misérables. Ça y est, comme si j'avais pas assez de livres qui m'attendent là. Il faut que je relise cette bricasse que j'ai déjà lue. Bref. Ensuite, je vais vous présenter une lecture que je n'avais pas mis dans la pioche à lire. Parce qu'en fait, elle faisait pas très automnale. Elle fait plutôt estivale. Mais je l'ai fini au tout début, début septembre. Donc je me dis, allez, je la mets dedans quand même. Parce que finalement, ça m'a... Aussi, c'est ça en fait, ça m'a fait mon mois de septembre. Du coup, je le mets quand même. C'est Silver Scalpel de Colombe et Laure Bonnet. Donc Colombe, vous l'avez déjà aperçu sur la chaîne. Et elle a écrit donc un roman policier aux éditions du Gros Caillou à 4 mains avec sa sœur. Moi, je lis très peu de thrillers policiers, etc. Mais comme c'était Colombe, bah, je l'ai lu. Je l'ai acheté. Donc je l'ai mis, c'est pour ça que je le glisse dans Automne frissonnant, parce que bah, ça rentre dedans, tout ce qui est thriller. Et là, en fait, on va suivre du coup un duo d'enquêteurs. Alors c'est Adhémar, j'adore ce prénom. Adhémar de Saint-Raymond et sa adjointe qui est lieutenant, qui est Daphné Queneau. Alors ils sont dans, je sais plus le terme, c'est une partie de la police qui est spécialisée dans tout ce qui va être répression des fraudes, trafic d'argent, etc. Et au cours d'une enquête, en fait, ils vont devoir enquêter sur, alors, attention, c'est pas joyeux, sur un trafic de fœtus humains.
Voilà. Et ça va les mener dans des complots, dans tout ce qui va être entreprises pharmaceutiques, médicaments, chirurgie esthétique et tout, à la Barbade. D'où le fait que ça soit beaucoup plus estival comme ambiance. C'est le roman parfait pour l'été, mais je vous le conseille quand même, réservez-vous pour l'été prochain si vous comme moi vous aimez bien adapter vos lectures aux saisons. J'ai beaucoup aimé, je me suis laissée emporter, j'ai adoré le duo d'enquêteurs. Il y a également le personnage de Charlie qui apparaît, qui est une informaticienne, et bien sûr l'histoire de Charlie va se recouper avec l'enquête de nos deux personnages. J'ai trouvé que les filles, elles deux, elles ont réussi à créer une plume... c'est pas une plume très fleurie dans le style, etc. Non, c'est une plume efficace, incisive, sans mauvais jeu de mots, qui s'accorde très bien en fait avec la thématique du roman. Et c'est un roman vraiment, au fur et à mesure que tu as l'enquête, t'as envie de... Voilà, tu tournes les pages. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on suit différents points de vue de personnages, dont les personnages qui sont au cœur de ces manigances, ce qui fait que le lecteur, en suivant plusieurs personnages, a des fois une longueur d'avance sur nos héros, nos enquêteurs, et ce qui va créer du suspense, parce qu'automatiquement, quand on sait que tel personnage est en danger et que les autres ne savent pas encore, c'est ça le suspense, c'est ça qui crée en fait, c'est quand le lecteur sait, mais les personnages ne le savent pas, donc on craint pour eux. Voilà, j'ai beaucoup aimé, j'espère qu'elles écriront d'autres enquêtes du duo, parce que je pense que c'est un duo qui marche et qu'on pourrait, voilà, comme dans le policier, faire des tomes compagnons, pas vraiment une suite, mais vraiment d'autres enquêtes comme Hercule Poirot par exemple. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Donc si comme moi vous ne lisez pas beaucoup de policiers, ça peut être une porte d'entrée. Juste, faut pas que j'oublie, par contre une gros trigger warning pour la violence sur des animaux. Malheureusement, il y a une scène qui est assez difficile, donc voilà, soyez prévenus, parce que je sais que c'est dur. Voilà. Ensuite, dans ma pioche à lire, j'avais mis une autre série d'un automne frissonnant, parce qu'il y avait un thème, j'ai pas remis les sous-catégories, parce que sinon je sais que la Nina du montage va me détester. Mais il y avait une sous-catégorie où dans les mots-clés, il y avait tout ce qui était gothique et vampire. Alors, j'avais mis des lectures, je les ai pas lues. Par contre, j'ai regardé la série, les Midnight Mass, donc c'est les sermons de minuit, voilà. De Mike Flanagan qui est disponible sur Netflix, c'est une mini-série, donc c'est une saison unique. Et qui, ma foi, j'ai beaucoup aimé, c'est qu'à le dire, ma foi, parce que ça parle de la foi, de la religion. Déjà, Mike Flanagan, j'ai envie de faire ma propagande encore une fois, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, de tout ce que j'ai vu de lui pour l'instant, mais je me réserve une série tous les ans, donc cette année c'était autour de celle-là. Il adapte très bien. Il a adapté The Haunting of Hill House de Shirley Jackson sous la maison hantée sous le même titre en français. The Haunting of Bly Manor qui est une adaptation du Tour d'écrou. Alors c'est des adaptations libres, enfin qui revisitent beaucoup et qui proposent autre chose de très intéressant et très profond. J'adorais. La chute de la maison Usher qui adapte la nouvelle éponyme de Edgar Allan Poe et ses autres nouvelles, j'adorais, voilà. Et il a également fait beaucoup d'adaptations de Stephen King en film. Il a fait Life of Chuck qui est sorti il y a pas longtemps, Dr. Sleep, Jessie, et d'ailleurs sa prochaine série c'est une adaptation de Carrie. Et là, Midnight Mass, c'est un projet indépendant, ce n'est pas une adaptation, mais il y a un côté, déjà, on retrouve toujours la patte de Mike Flanagan, mais il y a un côté vraiment Stephen King core, quoi, vibe. Parce qu'on est sur une petite île, alors c'est un Nouvelle-Angleterre, vraiment dans cette partie-là de la côte est, où en fait on va suivre une communauté de gens qui vivent là, de pêcheurs, une communauté qui est très religieuse. Et on va suivre, la série commence avec le retour du fils prodigue, ou pas justement, on va suivre le retour d'un homme qui a grandi sur cette île, qui allait travailler dans la grande ville quand il était jeune adulte, et sauf qu'il a fait de la prison à cause de son alcoolisme,
enfin il était alcoolique, enfin pas alcoolique, sous l'emprise de l'alcool, et il a eu un accident qui a coûté la vie à une jeune femme, voilà. Donc il revient des années après, plein de, vraiment dévoré par la culpabilité, etc. Et du coup ça va interroger sur la notion vraiment de la culpabilité, la rédemption, parce que famille très religieuse, tout ça, mais lui en fait à cause de ça il est complètement détaché de ça en fait, de cette religion. C'est pas une critique de la religion, ça interroge dessus sur le rapport à la religion, parce qu'il y a des personnages qui vont être plus dans un fanatisme religieux et d'autres non. Il y a également par exemple le personnage du shérif, lui qui est musulman. Du coup c'est intéressant dont les personnages parlent de leur rapport à la foi, chacun d'une religion à l'autre, les points communs, il y a beaucoup de points communs en fait dans leur religion, c'est hyper intéressant. Et vous allez me dire, d'accord Lina, c'est bien beau, mais qu'est-ce que ça fait... Enfin, pourquoi t'as vu ça, regarder cette série? Bah parce qu'il y a du fantastique. Au début de la série, on apprend que le vieux prêtre / pasteur, je ne sais plus le terme, est parti en pèlerinage et il n'a pas pu revenir pour des problèmes de santé. Du coup, on envoie un prêtre bien plus jeune qui se révèle assez étrange. Voilà. C'est une série qui met en scène des vampires, mais je n'avais encore jamais vu le vampire traité de cette façon-là. Et ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'était dans la façon dont est traité le vampire, je vais y arriver, et représenté, c'est mis en parallèle avec la figure religieuse. Est-ce que son apparence peut faire penser aux démons, mais aussi aux anges? Et il y a un parallèle entre le mythe du vampire, avec le sang du vampire qui boit du sang, et la figure du Christ, le Christ lui aussi meurt et revient à la vie, et qui dit littéralement « Buvez, ceci est mon sang ». C'est passionnant le parallèle qui est fait. J'en dis pas plus. Et comme d'habitude chez Mike Flanagan, personnage très attachant, il y a des séries où j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, voilà. Flanagan utilise l'étrange, l'horreur, le fantastique pour parler de choses profondément humaines, c'est ce qu'il faisait dans ses autres séries, et là on retrouve ça. Donc voilà, je vous recommande Les Sermons de Minuit. Dans ma pioche à lire du Pumpkin, j'avais mis le tome 2 des Contes macabres d'Edgar Allan Poe, illustré par Benjamin Lagombe. Alors il faut savoir que c'était prévu, mais finalement ça compte presque. En fait, j'ai relu le tome 1, que je vous montre ici. Oula, reflet, voilà. Et je suis en train de lire le tome 2 là. Mais bon, je l'aurais pas fini d'ici ce soir, je viens de le commencer. Ce qui fait que je le mets pas en Pumpkin. Pourquoi j'ai relu le tome 1? Parce que je l'ai déjà lu, mais il y a 2 ans. Donc j'avais envie de me remettre dans le bain. Et parce que le projet sur lequel je travaille actuellement, mon roman actuel, qui s'appelle le projet Pygmalion, il a des vibes d'Edgar Allan Poe. Donc voilà, j'avais vraiment envie de me mettre dans ces nouvelles. Là par exemple on a l'illustration du chat noir. Je vous parlais de La chute de la maison en chair de Mike Flanagan. Cette nouvelle-là, elle est dedans par exemple. Donc voilà, il y a le chat noir, j'aime. Benjamin Lagombe, son style se marie parfaitement avec Edgar Allan Poe, je trouve. Voilà, donc c'est du gothique, c'est de l'étrange. Moi, ce que je puise là-dedans, c'est l'obsession. C'est un narrateur toujours perché, quoi. C'est toujours un narrateur non fiable qui va développer une obsession sur quelque chose de très particulier. Alors, c'est dans le chat noir, c'est sur ce chat et quelque chose qui se cache dans les murs. J'adore cette nouvelle. Dans Bérénice, ça va être sur les dents. Et le cœur révélateur, ça va être sur un battement de cœur sous le plancher. Voilà, et c'est des personnages qui vont sombrer petit à petit dans la folie, tellement qu'ils vont être obsédés par ce détail qui va les rendre fous. Et comme on est de leur point de vue, on est prisonnier de leur psyché qui commence à se fissurer, ça met mal à l'aise, c'est vraiment... Waouh, quoi, c'est vraiment dérangeant. Et d'ailleurs, les narrateurs sont souvent masculins et souvent ils ont aussi des obsessions sur des jeunes femmes qui met mal à l'aise justement. Mais je crois que c'est autobiographique, je crois qu'il a aimé une jeune fille qui est morte très jeune et il l'immortalise un peu dans chacun de ses personnages féminins. Et vraiment, il y a les personnages féminins de Poe, c'est toujours des jeunes filles, des fantômes quoi en fait, ou des
l'ennemi des mortes vivantes, qui sont mortes mais qui sont là dans le souvenir du narrateur. Voilà, faut lire en sachant ça, quoi. Ça peut peut-être lasser ou déranger à la longue. La chute de la maison Usher aussi. Donc je vous mets là. C'est magnifique. Donc voilà, donc je suis en train de les relire parce que, bah, comme je vous disais, il y a un peu d'Edgar Allan Poe dans le projet Pygmalion. Je sais plus si je vous l'ai déjà montré celle-là. Voilà. Et d'ailleurs, ça va faire une transition parfaite avec mon autre lecture que j'ai faite. Il s'agit de 3 contes de fantômes de Guy de Maupassant, illustrés par Camille Garroche. Cette édition est super belle. En plus, il y a des découpes laser. Donc c'est vraiment pour la première édition. Ça vous donne l'ambiance un peu. Est-ce que j'ai un exemple? Regardez, hop. Vous voyez, c'est découpé en fait au laser. Et c'est donc, comme son nom indique, 3 contes de fantômes. Alors moi, Maupassant, je sais que c'est un auteur qui a fait beaucoup de fantastique à la française. C'est un peu le maître du fantastique en France. Vous connaissez certainement le Horla. Moi, de lui, j'avais lu Pierre et Jean au lycée. Et à part le Horla, je connais pas trop ce qu'il a fait de fantastique. Donc je me suis dit pourquoi pas découvrir un peu ce qu'il a fait avec ses récits de fantômes. Donc on a Apparition, le tic, et donc le tic, pas la bête, hein, le tic, genre le tic nerveux. Regardez cette botte qui est en fait des vers. Ah. Et c'est la morte, tout simplement. Et ce que je trouve passionnant dans ça, c'est que c'est des nouvelles alors la mort, par exemple, c'est une nouvelle à chute. Il y a une sorte d'ironie tragique. Mais ce qu'on retrouve surtout, et c'est là que je fais la parenté avec Edgar Allan Poe, c'est qu'il y a que ce côté-là, un peu, on a un narrateur qui va nous raconter une histoire, ou alors on va avoir un narrateur qui va nous raconter directement ce qu'il est en train de vivre, et à chaque fois, on a encore une fois la figure de la jeune femme morte qui va revenir hanter d'une façon ou d'une autre le personnage, le héros. Et regardez, là, tout ce qui va être fait. Et puis elles ont des... Enfin, je sais pas si c'est aussi l'illustration qui fait ça, mais là, vraiment, dans cette illustration-là, enfin, ça donne vraiment les vibes The Ring, quoi. Comment elle s'appelle, la petite fille japonaise, là, avec les cheveux noirs. Vous voyez, et dans le tic, ça m'a vraiment fait penser, d'une certaine manière, à Edgar Allan Poe. Je trouve que c'est celui qui ressemble le plus. Ça me fait penser, justement, à la chute de la maison Usher. Et d'ailleurs, dans les notes de l'ouvrage, ils font la parenté également, que c'est sûrement un hommage, que Maupassant aimait beaucoup Edgar Allan Poe, puisque Poe a été traduit par Baudelaire en France, donc c'était lu en France. Et je pense que si vous avez lu La chute de la maison Usher, vous voyez, par exemple, cette image, elle vous fera penser aussi. Donc voilà, une très bonne découverte. Bon, il n'y a que 3 récits, il en a fait beaucoup plus. Mais je vais m'empresser de lire ce qu'il a fait d'autre en fantastique. Dans mes choix, j'étais beaucoup plus axée sur tout ce qui était de la fantasy. Alors, dans ce menu, j'ai lu un classique de la BD franco-belge, c'est La quête de l'oiseau du temps, de Le Tendre et Loisel. Loisel, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, dans un des bêtes lectures, quand j'ai découvert son Peter Pan, que j'ai adoré, c'était une vraie claque. Et du coup, je voulais voir un peu ce qu'il fait d'autre, parce que La quête de l'oiseau du temps, c'est vraiment reconnu dans le milieu dans la fantasy, c'est vraiment un des fondateurs de la fantasy francophone. C'est assez vieux, hein, ça doit dater des années 80 quoi. 80-90. Ça c'est l'édition que mon oncle m'a prêtée. 86, dépôt légal 86.
Non, 83 le premier, je dis, tu vois. Vous voyez, je dis des bêtises. Et je comprends. Franchement, je comprends le côté iconique que ça peut avoir dans le paysage de la BD francophone. Je vois pourquoi il y a des choses qui, pour l'époque, enfin, à l'époque, le tome 1 sort, on est en plein dans la première trilogie Star Wars. Star Wars, pour ceux qui ne savent pas, c'est de la space fantasy, c'est pas de la science-fiction. C'est de la space fantasy, ça veut dire que c'est de la fantasy dans l'espace. D'ailleurs, c'est pas dans le futur, ça commence le texte il y a très longtemps, dans une galaxie fort lointaine, donc c'est dans une sorte de passé. Les Jedi, c'est des chevaliers, il y a une princesse à sauver, la force, c'est de la magie, ils se battent avec des épées laser, mais c'est des épées. Voilà, c'est de la fantasy, mais dans l'espace. J'ai encore fait un tunnel, une digression, je suis désolée. Mais pour vous dire qu'il y a un peu des vibes des premiers Star Wars. Même dans les créatures, dans lesquelles qui vont accompagner les personnages, leur monture, ce genre de choses. Alors, l'histoire de la quête de l'oiseau du temps, on va suivre en fait un vieux chevalier à la retraite, hein, dont le nom m'échappe parce que je l'ai lu en septembre. Bragon, je vais dire Bragon, je sais pas comment ça se dit, qui va recevoir la visite donc de Pélis, la jeune fille qui est là sur la couverture, qui vient le voir. Elle a été envoyée par sa mère, une reine sorcière, qui a prédit en fait la sorte de fin du monde. Il y a un sorcier des ténèbres qui a été il y a des années emprisonné dans un artefact magique. Il est sur le point de ressortir et le seul moyen de sauver le monde, empêcher qu'il revienne, c'est de trouver l'oiseau du temps. La quête de l'oiseau du temps. Voilà, c'est ça va être ça le but. Et du coup, ils partent vraiment en quête, comme dans les classiques de la fantasy. Bragon et Pélis. Pélis qui est donc la fille de cette reine sorcière qui est l'ancienne amante de Bragon. Donc il va se demander, l'âge là ça coïncide, est-ce que c'est ma fille? Je sais pas, voilà. Et ils vont faire la rencontre de différents personnages. C'est une série qui est en seulement 4 tomes, j'ai lu les 4 à la suite. Peut-être qu'aujourd'hui on se dit ça révolutionne pas le genre, mais il faut se dire, il y a eu tellement de choses après qui ont repris ça de fantasy que oui, on le découvre aujourd'hui, c'est pas révolutionnaire, mais pour l'époque c'était, je pense, un peu un ovni. Dans les vibes, ça me fait un peu penser à des films comme Willow aussi. J'ai bien aimé certains aspects, surtout la fin. Il y a un côté très mélancolique dans ce récit. Bon après, mon ego a pris un coup, parce qu'en fait, la fin m'a fait penser à la fin de l'un de mes romans. Voilà, je veux dire, ça me fait penser à la fin de La Bête du Bois Perdu. Donc si vous avez lu La Bête du Bois Perdu, ça vous donne peut-être un indice. Si vous avez lu la quête de l'oiseau du temps, bref, j'en dis pas plus. Mais moi, quand j'avais écrit cette fin dans La Bête du Bois Perdu, j'étais en mode, j'avais 19 ans, j'étais waouh, c'est trop intelligent. Oh, personne n'a jamais eu cette idée, hein, bien sûr. Voilà, quelqu'un avait déjà eu la même idée dans les années 80. Calme-toi Nina, tu n'es pas un génie, loin de là. Et en plus, ça a la preuve que aussi, j'avais jamais lu l'oiseau du temps, donc je savais pas que cette idée venait de là, enfin, avait déjà été exploitée là. D'ailleurs, elle a été exploitée dans d'autres œuvres, bien sûr. Mais voilà, comme quoi, dans l'imaginaire, dans les histoires, c'est des choses qui reviennent, c'est des thématiques communes, en fait, qui reviennent, quoi. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé la fin. Ce que j'ai moins aimé, par contre, c'est qu'on voit bien, on sent que ça date des années 80. Le personnage féminin de Pélis est intéressant, mais elle souffre quand même du mal gay, ce qu'on appelle. Déjà, voilà, faut voir sa tenue. Hein. C'est une jeune adulte, enfin, elle est encore ado, quoi. Et donc, elle a des gros lolos, la Pélis. Et qu'elle s'en sert. Voilà, on n'échappe pas à la scène où pour détourner, ils sont poursuivis par des ennemis, et pour détourner l'attention des ennemis, elle se met à poil devant eux, quoi. Et ça marche, voilà. Elle est très très sexualisée, la plupart des personnages masculins sont en chien sur elle. Il y a d'ailleurs un personnage masculin qui la croise au début et qui fantasme sur elle et qui essaye de l'espionner, voilà.
peu la stalker pour la voir un peu toute nue. Et du coup, il va suivre la troupe tout le long, dans le but, en fait, d'être avec elle, quoi. C'est un peu gênant. On va rester dans la fantasy avec une lecture que j'avais pas prévu de faire, surtout que c'est une saga, c'est le premier tome d'une saga. Ouais, je m'embarque dans des trucs, je me demandais pas pourquoi. Qui me fait un peu peur, un peu conséquent, parce que c'est un phénomène dans le genre de la fantasy, et c'est aussi une saga qui fait genre 15 tomes en français. C'est l'Assassin Royal. Alors il faut savoir que j'en parlais dans mon vlog d'écriture, que je n'ai plus le temps de lire en ce moment, ni d'écrire, ce qui fait aussi pourquoi j'ai très peu lu. C'est pas par manque de volonté, c'est par manque de temps. Donc j'ai décidé de me mettre à la lecture, au livre audio pour les trajets en voiture. Et j'ai décidé, je sais plus pourquoi, allez, je me lance avec l'Assassin Royal. Ouais, je me suis lancée et du coup j'ai écouté pendant tout le mois de novembre le tome 1, donc c'est L'apprenti assassin, qui suit donc les aventures de Fitz Chevalerie, qui est un bâtard. Du coup, son père était le prince héritier de la couronne, et il va être amené à l'âge de 6 ans au château, et là ça va être vraiment intrigue, vraiment son arrivée va tout chambouler, parce que déjà ça fait un héritier potentiel, même si c'est un bâtard, et du coup ça remet en question, c'est très mal vu de faire des bâtards dans ce monde-là, donc la légitimité du prince et tout. Et en fait, le roi, son grand-père, va faire le choix de... il est de mon sang, mais pour pas qu'il devienne trop dangereux, voilà, qu'il ait des revendications par rapport au trône, et je vais l'utiliser comme pion et il va devenir mon assassin. Donc voilà, d'où l'apprenti assassin. Et c'est vraiment un récit initiatique, un récit de formation, puisqu'on va le suivre de son arrivée jusqu'à l'adolescence, dans ce premier tome, les initiations d'un jeune homme dans un cours, il y a plein de complots et tout, parce que il y a le conflit entre les deux premiers frères, les deux premiers fils du roi, et le troisième qui est un demi-frère, pas la même mère, et du coup, conflit... Ouais, ma mère, elle est plus de sang noble que celle des deux aînés, donc je revendique un peu le trône quand même, voilà. Et lui, il va se retrouver au milieu de tout ça. Il possède le pouvoir de l'art, qui est un pouvoir plutôt propre à la famille royale, mais également le pouvoir du vif, qui est un pouvoir qui est vraiment très mal vu dans cette société, c'est le pouvoir de communiquer avec les animaux. Et du coup, il va devoir le cacher, parce que les gens qui ont le vif, généralement, ils finissent sur un bûcher, un petit peu, voilà. Et c'est narré à la première personne. Fitz, c'est vraiment les mémoires de Fitz, plus âgé, on comprend. Et c'est très intéressant d'avoir ce point de vue d'un enfant aussi qui grandit. C'est pas contemplatif, c'est vraiment que ça prend son temps. Vraiment, on a les détails de la vie à la cour, des personnages et tout ça. J'aime beaucoup. Pour moi, c'est pas redondant pour l'instant, on verra. Et il y a des complots politiques et tout. Les personnages féminins qui sont là sont très intéressants, j'aime beaucoup. Il y a des scènes qui m'ont vraiment mis les larmes aux yeux. Alors, encore un trigger warning, je suis désolée, c'est la vidéo des trigger warnings pour les animaux. Ça a double tranchant. En fait, comme il a ce lien avec le vif, il a beaucoup de liens avec des animaux, notamment avec des petits chiens, des chiots. Quand il arrive, on lui donne il se lie tout de suite avec un petit chiot. Et j'ai écouté un podcast de Blockbuster sur France Culture qui avait fait sur ça. Et l'animateur du podcast disait qu'en lisant l'Assassin Royal, c'est ça qui lui a donné envie d'adopter un chien. Voilà, c'est... Et je comprends pas vraiment l'amour, on sent que Robin Hobb, l'autrice, je pense qu'elle doit adorer, un amour pour les chiens, etc. Ce lien qu'a Fitz a vraiment fusionnel avec plusieurs chiens dans le tome. C'est magnifique, vraiment, c'est très fort. Moi, je sais pas un chien, j'ai un chat, mais j'ai un lien vraiment avec mon animal de compagnie, je considère presque comme ma fille, quoi. Vous pouvez me juger si vous voulez, mais voilà. Donc il y a ce côté très fort, très touchant, ce lien si pur entre un enfant et un petit animal. Mais le double tranchant, c'est que malheureusement, c'est de la fantaisie, il y a des complots, etc. Et donc si vous n'aimez pas toutes les scènes où des animaux meurent, voilà, ça peut être dur. Enfin, je sais que moi j'ai chialé toute l'air de mon corps. Donc voilà. Mais c'est très beau, enfin j'aime beaucoup aimer. C'est presque un coup de cœur ce tome 1. Je vais enchaîner la suite. Je vais tout lire. Alors il y a la première trilogie de l'Assassin Royal. Après il y a Les Aventuriers de la Mer, qui est considérée comme encore meilleure. La deuxième époque de l'Assassin Royal.
encore un autre, et en fait la troisième époque de l'Assassin Royal. Je vais tout lire, c'est dans le même univers, mais il faut tout lire, ça a l'air génial. Et en fait, tout simplement, je prends de l'avance parce que j'en ai déjà parlé, mais j'aimerais bien un jour, pas avant un an au moins, parce qu'il faut que je fasse des recherches, dédier une vidéo essai, comme je l'avais fait sur la fantasy baroque et la Dark Academia, une vidéo essai sur les personnages de Fou, alors le Fou du roi, le bouffon royal, voilà, dans la littérature de l'imaginaire. Et je ne peux pas faire une vidéo là-dessus sans parler du personnage du Fou dans l'Assassin Royal, le Robin Hobb. C'est peut-être l'exemple le plus connu quand on dit un fou, un bouffon dans l'imaginaire. C'est lui qui sort en premier, il est tellement iconique. Il apparaît dans ce tome 1, il est plutôt secondaire, mais il va gagner en importance. Et j'adore ce personnage. À tel point que là, je suis allée faire un marché de Noël. J'ai acheté une figurine qui fait Noël, mais parce que aussi, elle me faisait physiquement, c'est le fou dans l'Assassin Royal, quoi. Enfin, à ce point-là, c'est un personnage, vraiment un coup de cœur fou pour ce personnage, qui est étrange et inquiétant, il est un peu albinos, voilà, les chiens, parce que Fix sent les pensées des chiens, et les chiens, quand ils le voient, pensent qu'il n'a pas d'odeur, voilà. Fix qui peut sentir les gens grâce à ses pouvoirs, ne l'entend pas arriver. J'adore, et il parle en énigme, et ça c'est ce que j'aime beaucoup, on le retrouve souvent dans les personnages des bouffons dans la littérature. Ils ont l'air fous, mais quand on réfléchit à ce qu'ils disent, ça a un sens, mais voilà, il y a un côté un peu prophétique, mystique. J'adore ce personnage, voilà. Donc j'ai bientôt écouté le livre audio du tome 2. Et enfin, dans Automne extraordinaire, j'avais mis la saison des enchantements. Donc qui est le recueil, l'anthologie de nouvelles automnales par les éditions du Chat Noir et Guimauve de Théâtre Guimauve, qui est la créatrice du Pumpkin Autumn Challenge. Donc c'était la lecture parfaite pour ce challenge. Encore une fois, désolée, hein, ça fait un peu encore auto-promo, mais j'ai eu la chance de participer à ce recueil, puisque c'est moi qui signe Pétrichor, la dernière nouvelle du recueil. Mais outre ça, j'étais vraiment pressée de découvrir, parce que déjà j'adore le concept, et il y a aussi dedans des auteurices que j'aime beaucoup. Il y a Jo Bell, qui signe la première nouvelle, qui s'appelle, alors j'adore, La Vengeance, et c'est un Schroezel qui se mange chaud. Un côté Cendrillon, un côté du thé pour les fantômes, un côté très humour, voilà, j'adorais. Mais il y avait également des autrices et des autoristes que je connais. Il y a des copines de chez Magic Mirror, il y a Charlotte Embrun et Mérida Reinhardt dedans. Et il y a également Émilie Norksen, qui est une autrice que je connais des éditions Les Trois Dents, voilà. Donc vraiment, ça a un peu ponctué mon mois d'octobre et de novembre. Dans ces nouvelles cosy, automnales, mélancoliques, chaleureuses, vraiment, j'ai beaucoup aimé. C'est dur de choisir, mais si je devais vraiment en mettre en avant, je dirais celle de Jo Bell. Il y a celle, Dom Voya de Florence Rivière. C'est une auteuriste que j'ai pu rencontrer aux Aliénales, si vous avez vu mon vlog d'automne, qui était à côté de moi à la dédicace. Et j'ai beaucoup aimé sa nouvelle, voilà. Il y a également, alors, Le Chant des Citrouilles, je crois que c'est celui-là avec... on suit un épouvantail qui ne comprend pas pourquoi la vieille dame, la petite grand-mère qui s'occupait de lui ne sort plus de sa ferme, ne vient plus, et du coup il va s'enfuir de son champ pour partir à la recherche de son amie, cette petite grand-mère. C'est hyper touchant, j'aime beaucoup. J'espère que la lumière n'a pas trop changé, j'ai profité, là il faisait du soleil pour une fois, donc j'avais un peu un éclairage naturel. Ça a l'air de ne pas avoir trop bougé, parce que oui, ici, à partir de 16h30, il fait nuit. Et comme mes vidéos durent 4 heures, changement de lumière obligé, hein. Bref.
Voilà pour mon bilan du Pumpkin Autumn Challenge. J'espère que cette update lecture vous a plu. Sachez que si vous cherchez d'autres recommandations de lecture automnale, ça tombe bien, j'ai fait une vidéo dédiée sur le sujet que je vous mets en haut en barre d'infos comme d'habitude, où je vous conseille, je vous recommande différentes lectures automnales classées par thématique gothique, réécriture de contes, juste vibe automne, ambiance automne, voilà, mettez tout ce que vous voulez dedans. Donc, si vous voulez prolonger l'automne, je ne sais pas, ou préparer pour l'automne prochain, déjà en prenant de l'avance, je vous invite à aller regarder cette vidéo en complément de tout ce que j'ai proposé autour du pumpkin. Et vous, est-ce que vous avez fait le Pumpkin Autumn Challenge cette année? L'avez-vous réussi, contrairement à moi, même si je suis contente de mes lectures, donc c'est pas vraiment un échec parce que j'ai pas eu de flop entre guillemets, donc j'étais contente quand même. Et n'hésitez pas de me dire en commentaire quelle a été votre meilleure lecture de cet automne. Ou alors, vous pouvez me laisser un petit emoji automnal pour le référencement. Et comme d'habitude, si vous appréciez cette vidéo, si vous appréciez mon contenu en général et si vous voulez m'aider, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un pouce en l'air, à partager cette vidéo autour de vous ou tout simplement vous abonner. Alors, je vous retrouve normalement la semaine prochaine pour ceux qui écoutent le podcast. Oui, je suis plus régulière, mais le podcast existe encore. Et là, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, comme ça, je le dis, et ça m'oblige à enregistrer l'épisode et le publier le week-end prochain. Allez. Donc normalement, la semaine prochaine, sortira un nouvel épisode du podcast. Et pour ceux qui n'écoutent pas le podcast, voilà, pour le format vidéo habituel, on se retrouve dans 2 semaines, donc ça sera le 21 décembre, je crois, pour le solstice d'hiver, normalement, pour une vidéo justement hivernale que j'ai hâte de vous tourner. Je pense que ça vous plaira. Donc je vous dis à très bientôt. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous fais de gros bisous.